Nous irons ce soir dans la page Regard croisé au Burkina Faso avec les attaques terroristes et leurs conséquences, donc l'interdiction de circulation sur les motos dans la partie est du pays. En République démocratique du Congo, eh bien, on connaît la liste définitive des candidats à la présidentielle et ce sera bien sûr sans Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Le Togo, le Parti national panafricain se désolidarise de nouveau des manifestations de l'opposition. C'est le premier sujet Togo. Le second sujet Togo, quelle consigne pour le recensement électoral du côté de l'opposition? On sera 3, mais pour le moment on est 2. Jean-Luc Assiakole, directeur de publication de la Web TV e-Visage Togo. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Adam Adjranou, Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel. Nous commençons avec le Burkina Faso, comme je le disais, en proie à des attaques djihadistes récurrentes dans l'est du pays. Le pays a interdit la circulation nocturne des engins à 2 roues et à 3 roues dans cette zone. Annonce faite par le gouverneur de la région de l'Est, le colonel Ousmane Traoré. La circulation routière dans les villes et villages de la région est formellement interdite aux usagers se déplaçant en engin à 2 roues ou en tricycle triporteur de 19h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre, donc a indiqué le communiqué. Par contre, les véhicules automobiles de transport de personnes ou de marchandises qui sont autorisés à circuler sur l'ensemble du réseau routier de la région à toutes les heures de la journée et de la nuit seront soumis à des contrôles stricts et rigoureux. Jean-Luc Assiakole, on a l'impression que d'une certaine manière, les terroristes ont gagné une bataille. Est-ce que les terroristes ont gagné une bataille? Du moins la bataille de la peur, de la psychose. Oui, peut-être. Mais en même temps, je me dis peut-être que le gouverneur et les autorités de cette région ont eu des informations. Peut-être comme quoi les terroristes, pour frapper, viennent avec des engins à 2 roues. Et donc, pour pouvoir mieux contrôler les choses, ils vont interdire à ce que l'on n'utilise pas des engins en 2 roues entre 19h et 5h du matin. Mais moi je dis, est-ce que ce serait la solution? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la question de terrorisme, c'est une question qui aujourd'hui pèse sur l'Afrique. Et il va falloir que les Africains puissent arriver à unifier les forces pour pouvoir combattre ce mal-là. Ces actions, d'être isolées, pour moi, ne donneront rien. Vous savez, c'est des gens qui peuvent opérer aussi par d'autres moyens. Pas forcément avec des engins à 2 roues. Ils peuvent, on sait comment les kamikazes opèrent. Mais ce qu'il y a, c'est que cette décision est la conséquence d'une attaque qu'il y a eu dimanche et les assaillants étaient venus à bord de motocyclistes. Justement. Cette fois-ci, c'est ce jour-là, l'attaque du dimanche, ils ont décidé peut-être de venir avec des engins à 2 roues. Peut-être que une autre attaque qu'ils vont peut-être prévoir, ils vont peut-être venir avec une voiture. L'autre attaque qu'il y a eu en pleine ville à Ouagadougou, mais c'était des engins à 4 roues. Donc je pense que ce n'est pas une question d'interdire aux gens de ne pas circuler avec des engins à 2 roues, mais c'est une question d'unifier les forces, de maximiser les forces pour pouvoir gagner cette bataille-là. Aujourd'hui, c'est vrai, comme tu le dis, on crée la psychose, on crée la peur au sein de cette population de l'Est de Burkina. Et je me dis, bon, celui qui va vouloir sortir la nuit avec sa moto, on lui interdit de ne pas sortir. Quelque part, c'est frustrant. Et donc, le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Il faut peut-être maximiser sur tous les plans pour pouvoir vaincre ce mal. Alors, Adam Adjranou, là, c'est une victoire aussi pour les terroristes parce que le terrorisme, c'est la terreur, c'est la peur. Et apparemment, ils ont réussi un coup, là. C'est vrai que depuis un moment, on a constaté que cette partie du Burkina Faso fait l'objet d'attaques récurrentes. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, comme venait de le dire Assiakole, je pense que ces derniers moments, c'est cette partie du Burkina qui est visée. Mais vous savez, depuis un moment, les intrusions qu'on a constatées au niveau du Burkina Faso
ne sont pas seulement ciblés dans une partie donnée. Parce que c'est vrai que c'est un moment où on a constaté ça. Mais les gens ont souvent l'habitude de partir de nulle part. Moi, je pense que cette décision, au lieu de l'interdire au niveau seulement de l'Est, il faudrait quand même, disons, un peu l'uniformiser. De par le territoire. Si parce on que interdit là. Non, c'est une stratégie. Le Burkina, c'est un pays de 2 roues. C'est-à-dire, moi, je l'ai visité 2 fois. Les 2 roues sont froides dans ce pays-là. Mais quand même, parce qu'aujourd'hui, parce que la décision, elle est connue de tous. Parce que ces terroristes peuvent à tout moment changer de stratégie et emprunter d'autres voies. L'essentiel qu'ils puissent quand même orchestrer le mal dont ils ont besoin. Donc moi, je me dis aujourd'hui, la stratégie, c'est vrai que comme vous l'aviez dit, c'est vrai, le Burkina a toujours l'habitude, la population en grande majorité a toujours l'habitude d'utiliser ces deux roues-là. Mais je ne crois pas que cette stratégie, c'est vrai que c'est une stratégie, disons, une politique sécuritaire, certes, mais il faudrait quand même aller au-delà. Parce que moi, il fut un moment lorsque il y avait un occidental qui a été enlevé tout récemment, je me suis dit, comment se fait-il que ces gens-là arrivent quand même à avoir l'entrée facile dans ces territoires-là? C'est vrai que nous savons que c'est pas loin du désert, certes, mais c'est trop facile quand même. À tout moment, on constate qu'ils font des intrusions si facilement. Donc il faudrait quand même revoir la stratégie un peu plus haute que de pouvoir tout simplement disons, la centrer au niveau d'une partie du territoire. Ce serait quand même bon de pouvoir quand même aller au-delà de l'Est. On se rappelle quand même, Jean-Luc, que le 8 septembre, le président burkinabé, Christian Kaboré, a promis de nouvelles dispositions sécuritaires. Bon, c'est ce qui est en train de dérouler ainsi? Non, je crois que la décision, c'est une décision qui provient du gouverneur. Le président Kaboré, c'est vrai, cherche peut-être à sécuriser son pays et il le dit. Sûrement peut-être qu'il va le faire. Mais le problème, c'est un problème de moyens. J'ai comme l'impression que les Africains, en termes de matériel, en termes de coûts, n'arrivent pas à faire face à ce fléau-là. Et ils sont obligés à chaque fois de se tourner vers l'Occident pour que l'Occident leur prête main forte. Mais c'est là où je dis qu'il faut unifier les forces. Si on sait qu'on n'a pas les moyens pour bien le matériel nécessaire pour pouvoir faire face à ce fléau, il faut unifier les forces. Pourquoi le Burkina ne s'unirait pas au Tchad, au Bénin, au Niger et aux autres pays qui font face à ce mal-là? Il y a eu quand même une opération conjointe entre Burkina, Togo, Bénin et qui a permis d'arrêter un certain nombre de personnes et de retrouver des matériels qui étaient souvent destinés, des armes. Mais que cela puisse être fréquent et que cela s'étende sur les autres pays aussi. Que ça ne soit pas juste 2-3 pays, mais que tous ces pays-là qui sont concernés se retrouvent et se mettent à peut-être à amener des actions je sais pas, une unicité d'action et ce serait, je crois, mieux. Mais faire des trucs isolés, ça ne donnera rien, ça ne portera pas. Parce que, en fait, ces terroristes-là, c'est des réseaux, en fait. Mais chaque pays aussi doit avoir sa propre stratégie. Non, bien sûr, chaque pays doit avoir sa propre stratégie de sécurité, mais il faut comprendre que les Africains ne sont pas encore assez solides pour pouvoir faire face à ce fléau-là qu'est le terrorisme. En toute honnêteté, les Africains ne sont pas encore prêts. Peut-être certains pays de l'Afrique, oui, mais certains pays de l'Afrique ne sont pas encore prêts pour ça. C'est pour ça, moi, j'opte pour cette façon-là d'unifier les forces, d'uniformiser pour les actions, pour pouvoir battre, arriver à bout de ce fléau. Oui, et pour rebondir un peu par rapport à ce que Asiakolo venait de dire par rapport disons, à cette stratégie commune, une synergie d'action au niveau des États, notamment ce qu'ils ont fait avec le Togo. Moi, j'ai eu à poser la question à un haut gradé togolais qui m'a dit que c'est vrai que ce sont des stratégies de haute facture. Et de l'autre point de vue aussi, c'est que ça touche un peu la liberté, disons, les droits de l'homme. Parce que c'est pas toujours bien de toujours... Puis au Togo, on en avait connu assez ici, à l'interne, ça a permis de démasser un certain nombre de réseaux qui disaient clairement que c'est vrai que ça porte atteinte à la liberté et puis aux droits de l'homme.
Et de l'autre côté aussi, c'est de zéro pour facture. protéger la population. Ça protège la population. Mais il y avait déjà des gens... On se rappelle Bouhari qui a dit que la sécurité passe avant la question de la sécurité même est le pire, même, disons même au-delà de la stabilité de l'économie et tout. Mais au-delà de tout aussi, vous savez que lorsque ces opérations-là sont menées, la population avait commencé déjà par, disons, sortir un certain nombre de mots qui disaient que voilà, ça freinait un certain nombre d'activités. Parce que rappelez-vous, avant de vous sortir même de vos quartiers, il y avait donc... C'était bien, ce sont des stratégies bonnes, mais de l'autre côté, au vu de ce que ça coûte aux contribuables, et puis parlant donc de la liberté, des gens ne se trouvent plus dans cette logique-là, surtout que dans nos pays aujourd'hui, on a tendance aussi à toujours miser trop sur la démocratie, faisant freiner un certain nombre de libertés au niveau des forces de l'ordre et de sécurité. Mais ce qu'il faut dire fondamentalement est qu'aujourd'hui, c'est vrai que tous les États ont compris directement qu'en termes d'effectifs, il y a le problème qui se pose, mais de l'autre côté aussi, ils veulent quand même assurer. Aucun pays n'est aujourd'hui prêt à voir dire que voilà, bon, porter forfait sur le coup des terroristes. Donc, appeler donc un État à lui porter main forte, je pense que ce serait des stratégies à prendre au niveau de nos institutions sous-régionales pour pouvoir venir à bout de ce fléau-là. Alors, si la question d'uniformisation de l'action, elle est peut-être bien, mais il y a aussi un autre problème parce que chaque pays a sa frontière et il y a la franchise frontière. On ne peut pas traverser une frontière. On se rappelle, le Tchad avait poursuivi Aboubacar Shekau jusqu'aux frontières du Nigeria. Il a demandé l'autorisation au Nigeria de traverser pour le poursuivre. Le Nigeria dit niet. Oui, c'est justement le mal. C'est le drame, ça. En principe, Shekau, mais... Si le Nigeria avait permis, on aurait dû peut-être arrêter et terminer avec cette histoire. Voilà. Mais parce que le Nigeria refusait, le mal demeure. Oui, permettre qu'une armée étrangère entre sur un territoire... Oui, c'est vrai, mais si cela se fait de façon... C'est assez dangereux. Oui, non, dangereux, oui. Si c'est peut-être en période de guerre, où on déclare la guerre... peut-être le Tchad déclare la guerre au Nigeria, d'accord. Mais ici, c'est pour arrêter un individu et mettre fin à un mal. Et donc je pense que non, je ne pense pas que cela puisse porter un coup à la souveraineté du Nigeria. Je ne crois pas. Dès qu'ils vont poser leur acte, ils vont se retirer. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont demandé la permission. Ils auraient pu peut-être rentrer directement. Et donc parce qu'ils respectent la souveraineté du Nigeria, c'est pour ça qu'ils ont demandé la permission. En principe, moi je pense que le Nigeria devait accepter et peut-être renforcer l'armée peut-être tchadienne pour pouvoir capturer ce monsieur et finir avec ça. C'est ça en fait. C'est là où je dis que nous les Africains, je ne sais pas, on n'arrive pas à nous entendre sur de petits trucs, mais bon, c'est dommage quoi pour l'Afrique. Et puis, est-ce qu'il n'est pas aussi un peu délicat de vouloir dire on va éradiquer le terrorisme parce que le terroriste, c'est monsieur tout le monde finalement. Oui, comme on le dit, le terrorisme n'a pas de visage, ça se dit souvent. Mais ce qu'il faut dire fondamentalement aujourd'hui, je pense que ça repose entièrement la question que Idriss Déby avait soulevée en tout temps en disant qu'il faudrait quand même au niveau des États africains qu'on puisse relever le niveau des forces de l'ordre, des forces de l'ordre et de sécurité. Puis aujourd'hui, lorsque des gens même sont réticents à aller au front face à ce mal-là, ça pose une question aussi bien de formation et d'équipement. Parce que c'est quand même bizarre parce que les armées dans les pays africains sont réputées pour être une vraie terreur pour leur population. Et voilà de vraies menaces qui... Ouais, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même. C'est là où on voit clairement les limites. Parce qu'en tout temps, quand on n'avait pas connu ce mal-là, ils avaient toujours cette force-là. Où ceux qui, les populations, à main nue, on a tendance à pouvoir à se défouler. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà que le vrai mal est là, mais on voit directement les limites de nos forces. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend l'armée tchadienne, prenez l'armée tchadienne en tant que telle, c'est vrai qu'il y a des terroristes par mesure de vengeance et c'est quelquefois de pouvoir perpétrer, mais c'est pas aussi facile parce que lorsque vous connaissez que ce soit la Libye ou frontalier le truc là, la Libye malgré l'arsenal qu'ils ont quand même et en comparant cet état-là avec le Tchad, c'est pas aussi facile. Puisque vous vous rappelez l'histoire nous a démontré. Donc il faut dire que l'armée tchadienne aujourd'hui est le plus réputé à pouvoir aller, puisque les gens sont aptes. Ils sont aptes à aller au front. C'est pas la même chose que ce que nous constatons au niveau de nos États. Donc il faudrait quand même que nos États puissent revoir cette situation-là parce que ce ne sont pas les bras valides qui manquent. Parce que vous avez vu, aujourd'hui ils sont en train de recruter. Lorsque vous voyez l'effectif, vous sentez que la jeunesse est vraiment... Il y a de l'engouement à aller à bras
sur ce métier des armes. Ceux qui vont ne savent pas ce qui les attend aussi. Bon, il y a ça, mais de l'autre côté, quand même, quand vous êtes bien agrégé... Pour beaucoup, c'est qu'entrer dans l'armée, c'est le moyen plus facile de trouver du travail. Moi, je trouve d'ému quand je constate que nos armées sont incapables de combattre le terrorisme en Afrique. Parce que est-ce qu'on peut déjà combattre le terrorisme? C'est possible, tant que l'individu isolé ne passe pas à l'action, on ne sait pas ce qu'on est en train de combattre. Oui, en réalité, moi, j'ai l'habitude de dire que le terrorisme grandit parce que l'Occident veut que le terrorisme grandisse. Quand vous avez ces firmes étrangères qui veulent peut-être vendre des armes, ce sont eux en fait qui vendent des armes aux terroristes. Alors une fois que ces firmes-là, ces puissances-là vont arrêter de vendre les armes, vont arrêter de financer ces terroristes-là, je crois que le terrorisme n'aura plus à exister. Mais là, moi, quand je prends nos armées, comme je le disais, mais nos gouvernants investissent dans nos armées. Mais alors, qu'est-ce que cela rapporte? Si on est incapable, avec tout ce qu'on a comme matériel sophistiqué, matériel de renseignement, matériel de nanani nanana, qu'est-ce que cela rapporte? Qu'est-ce que cela nous rapporte si on est incapable de pouvoir traquer un simple individu comme Shekau? C'est là où je dis c'est grave. C'est extrêmement grave. Autant peut-être investir dans l'éducation, dans la santé. On sait que, bon, d'accord, là, on a investi, on a pris du temps pour investir dans l'éducation et la santé. Et que, bon, peut-être que au niveau de nos armées, on n'a pas pu investir. C'est pour ça que le terrorisme est en train de prendre le dessus. Mais voilà qu'on nous dit que nos États, nos gouvernants investissent. Parce que quand vous prenez les budgets des pays africains, mais l'armée, voilà, c'est très élevé. Alors, qu'est-ce que ces armées-là font? Mais les matériels qu'on nous dise qu'ils ont achetés, mais ça sert à quoi? C'est là où je dis peut-être que si vraiment il y a matériel, qu'on puisse uniformer, enfin qu'on puisse unifier les actions pour pouvoir combattre ce mal-là. Mais si on ne le fait pas, chacun veut rester dans son coin pour combattre le terrorisme, on ne s'en sortira pas. Alors, effectivement, la question de l'uniformisation, on l'a évoqué, mais on se rappelle, il y a un moment aussi, Mamadou Issoufou, le président nigérien, disait que pour combattre le terrorisme, il fallait attaquer la pauvreté. Oui, aujourd'hui, on entend, au-delà de lui, la question aussi s'est posée ici, parce que Ali Bongo, en prenant la parole, a dit clairement, aujourd'hui, il faudrait quand même que les États changent de gouvernement, parce que quand les gens sont désespérés, donc ils sont carrément, abandonnés, et puis directement ce qu'on leur propose, ils vont. Parce qu'aujourd'hui, si vous imaginez qu'un Africain, sachant pertinemment le lot de décès qu'on a au niveau de la Méditerranée, prend le courage d'aller le faire, il prend le risque de le faire, je pense que lorsqu'on lui proposera des choses aussi faciles que ça, on peut l'acheter avec n'importe quel. Donc il faudrait quand même qu'on le voit. On va marquer la pause tout de suite et puis on revient après sur la RDC.